Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, nous partons avec le sommaire. Ouverture hier à Dakar du Forum international des jeunes sur la problématique de l'emploi des jeunes dans l'espace francophone. Plus de 60% de cette frange de la communauté francophone partagent le même problème, le chômage. Les participants tentent d'y apporter une réponse. Au Mexique, les forces armées viennent de mettre aux arrêts celui qu'on surnomme le fils roi des Juarez, l'un des hommes les plus recherchés dans le pays. Il est le deuxième baron de la drogue. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Jeunes francophones, l'avenir en face est le thème du Forum international des jeunes de la francophonie qui s'est ouvert hier à Dakar au Sénégal. L'objectif est de créer un espace de dialogue et de concertation sur les problématiques liées à la question de l'emploi des jeunes. La promotion de la paix et du développement ont été au cœur des discussions lors de cette première journée de travaux. Le Forum des jeunes de la francophonie, cadre d'échange et de partage, veut ainsi apporter une réponse à la problématique de l'emploi. L'objectif donc de ces rencontres, c'est de permettre aux jeunes d'exprimer leur propre vision des questions d'emploi, des questions de formation, d'exprimer leur propre vision de l'avenir de la francophonie, d'exprimer leur vision sur le rôle et la place qu'ils doivent avoir dans l'espace francophone. Le chômage touche plus de 60% des jeunes dans l'espace francophone. Sa résorption constitue une priorité pour les États membres. Pour faire face à cette question, l'agriculture devrait être mieux valorisée par les États. Si nous voulons prendre en charge ces jeunes-là, il faut que l'agriculture soit une priorité. Mais dire que l'agriculture est une priorité est maintenant une chose acquise. Dans la plupart de nos pays, les gouvernants acceptent que l'agriculture soit une priorité. Mais le problème, c'est qu'on ne réfléchit pas à la transformation de l'agriculture. Et tant que cette agriculture n'est pas transformée, tant qu'elle n'est pas modernisée, tant qu'on n'agit pas sur la productivité de cette agriculture, on ne pourra pas s'en sortir. Ce forum qui a réuni des jeunes issus de 17 pays d'Afrique francophone cherche ainsi à identifier les contraintes et atouts liés à la création d'emplois. La contribution de ces jeunes aux thématiques du 15e sommet va permettre d'améliorer la stratégie jeunesse de l'OIF. À l'issue de cette rencontre de 2 jours, les propositions majeures seront soumises par le biais du comité scientifique à la décision des chefs d'État et de gouvernement lors du sommet prévu en fin novembre. L'édition 2014 du Forum sur le développement en Afrique vient de s'ouvrir à Marrakech, au Maroc. À l'initiative de la Commission économique pour l'Afrique, cette rencontre a pour objectif de promouvoir le financement du développement durable en vue de la transformation économique de l'Afrique. Les enjeux de cette rencontre avec nos confrères de la télévision ivoirienne. 100 000 milliards de francs CFA, c'est la facture annuelle pour parvenir à un développement durable de l'Afrique. Dans cette enveloppe, les seuls besoins en infrastructure s'élèvent à 45 000 milliards de francs CFA. Alors question, comment mobiliser les fonds pour transformer en réalité quotidienne, à l'échelle des ménages donc, les performances réalisées par le continent, avec une croissance de plus de 5% par an? C'est la question que la Commission économique pour l'Afrique, CEA, se posera durant 2 jours, les 10 et 11 octobre 2014, dans le cadre du Forum africain pour le développement, à Marrakech au Maroc. Parmi les chefs d'État appelés à livrer leurs réflexions sur les questions de mobilisation des ressources, de nouvelles formes de partenariat et de financement du climat, le président ivoirien Alassane Ouattara. En attendant les conclusions du forum, les économistes estiment que la diaspora africaine pourrait jouer un rôle important dans le transfert des fonds. La Banque mondiale évaluant les envois de fonds de cette diaspora à 20 000 milliards de francs CFA en 2012. Et les prévisions annoncent 100 000 milliards de francs CFA au cours de la prochaine décennie. C'est la première fois que la Commission économique pour l'Afrique tient son forum hors d'Addis Abeba, en Éthiopie. Et c'est le 9e du genre.
La commission du bassin du lac Tchad est déterminée à actionner dans les mois à venir la force mixte pour intensifier la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. C'est la résolution à retenir au terme du sommet extraordinaire des chefs d'État qui vient de se tenir à Niamey au Niger. Le compte-rendu dans ce reportage. Les jours de Boko Haram sont désormais comptés. Si l'on en croit la détermination des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad et du Bénin, réunis à Niamey pour faire l'évaluation de la situation sécuritaire et la stratégie commune de lutte contre la menace terroriste Boko Haram dans la région. Le président Paul Biya était personnellement représenté à cette rencontre par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Bengo. Au terme de leur délibération, les chefs d'État et de gouvernement de la CBLT et du Bénin qui participaient aux travaux en qualité d'invités spéciaux ont décidé de combattre en synergie Boko Haram partout où il se trouve dans la région. Autre décision des chefs d'État et de gouvernement, finaliser en place de la force mixte multinationale à la date du 20 novembre 2014 dans une zone sécurisée. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des pays membres de la CBLT et du Bénin ont été instruits de se réunir immédiatement pour préparer un projet de résolution à soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine en vue de mettre en place un cadre juridique approprié dans la lutte contre Boko Haram. Et à présent, cette nouvelle mise en garde marocaine contre toute tentative d'élargir le mandat de la MINURSO. Le Royaume vient de réaffirmer devant la 4e commission de l'ONU son ferme attachement au processus politique du Sahara marocain. Le Maroc est fermement attaché au processus politique pour le règlement de la question du Sahara marocain, une position réitérée par les représentants du Royaume à New York devant la 4e commission de l'ONU. Une rencontre au cours de laquelle le Maroc a rappelé que ce processus passe impérativement par la neutralité du secrétariat des Nations Unies. Il s'agit en effet de trouver une solution à ce différend régional sur la base de la proposition marocaine d'autonomie, qualifiée par toutes les résolutions du Conseil de sécurité de sérieuses et crédibles. Le Maroc a déployé beaucoup d'efforts pour le développement des provinces du Sud afin de faire du projet d'autonomie une solution viable. J'espère que les populations sahraouies vont profiter de l'opportunité qui leur est offerte à travers la proposition marocaine d'améliorer leurs conditions de vie, de devenir des membres productifs de la société et d'œuvrer pour le bien de leurs familles et de leurs enfants. Le représentant permanent adjoint du Maroc à l'ONU, Abdelrazak Lassel, a souligné lors de cette rencontre que le Maroc s'oppose fermement à tout changement des principes et paramètres régissant la présence de la MINURSO au Sahara et a mis en garde contre toute tentative de dépassement du mandat de la MINURSO qui serait à même de mettre en danger la présence même de cette mission. La plupart des intervenants ont soutenu la position du Maroc en rappelant que la proposition marocaine est la seule solution viable et applicable sur le terrain. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Aujourd'hui, la communauté internationale, les Nations Unies et tous les acteurs s'accordent à saluer les avancées réalisées par le Maroc sur ce dossier. Le Royaume reste donc engagé dans le processus de négociation politique onusien sous les auspices du secrétariat général des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Rabat demeure déterminé à tout mettre en œuvre afin de parvenir à une solution politique consensuelle et définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Je vais l'annoncer en titre, l'arrestation du 2e baron de la drogue au Mexique, l'un des hommes les plus recherchés dans le pays, interpellé en une semaine et en même temps, 4 nouvelles fosses clandestines ont été découvertes. La semaine dernière, 6 fosses clandestines avaient déjà été découvertes à Iguala. Les investigations en cours et l'arrestation de 4 nouvelles personnes ont conduit les autorités mexicaines vers de nouvelles fosses. Grâce à cette arrestation, les détenus nous ont emmenés dans un lieu où nous avons trouvé 4 nouvelles fosses communes dans lesquelles, selon les détenus, les étudiants assassinés auraient également été enterrés. Les autorités tentent actuellement de révéler les motifs de cette attaque.
Nous suivons plusieurs pistes de recherche. Et parmi ces pistes, il y a la recherche du maire et de sa femme ainsi que du directeur de la sécurité municipale afin qu'ils puissent témoigner des faits devant la loi. La femme du maire aurait demandé à la police de réprimer la manifestation des étudiants pour éviter qu'ils interrompent un discours qu'elle allait prononcer. Plus tard dans la journée, le ministre de la Justice a annoncé une bonne nouvelle, l'arrestation du chef du cartel de Juarez, un des criminels les plus recherchés du pays. Est-ce un hasard? En tout cas, l'interpellation de ce baron de la drogue représente une victoire pour le président mexicain, fragilisé par cette affaire. Les djihadistes du groupe de l'État islamique continuent de progresser dans la ville syrienne de Kobané, malgré les frappes aériennes des États-Unis qui ont reconnu qu'elles ne suffiront pas. Malgré cela, la Turquie, inflexible, refuse toujours d'intervenir. Les djihadistes gagnent toujours du terrain dans Kobané. Après 3 semaines d'offensive, les combattants de l'organisation de l'État islamique maintiennent la ville en état de siège. Depuis jeudi soir, les combats se poursuivent aux abords sud et ouest de la ville. À l'est, l'immeuble des forces de sécurité kurdes serait tombé. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes contrôleraient 1/3 de la ville. L'un d'eux, présent dans Kobané et contacté par France 24, affirmait mercredi soir que son organisation maîtrisait les principaux axes de la ville. De nouvelles frappes sont venues soutenir les combattants kurdes, mais selon l'armée américaine, la tactique de l'organisation de l'État islamique a changé. Les djihadistes ne se déplaceraient plus en long convoi, ils auraient aussi dissimulé leurs quartiers généraux. De l'autre côté de la frontière, des Kurdes attendent désespérément de pouvoir rejoindre leurs forces et prendre part au combat. Oui, nous voulons aller nous battre. Mais les autorités turques bloquent la frontière. On ne peut pas passer. Mais nous sommes partants. Un des chefs des forces kurdes aurait été tué par les djihadistes. À quelques centaines de mètres de là, l'armée turque assiste immobile au siège de la ville. Et des milliers de Kurdes qui ont manifesté dans plusieurs villes turques pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'indifférence, des manifestations qui ont dégénéré et causé la mort de dizaines de personnes. Le couvre-feu n'a pas arrêté les manifestants. Après 3 nuits d'affrontements, les violences se sont poursuivies dans la journée de jeudi. Dans plusieurs villes du pays, les militants pro-kurdes ont utilisé des cocktails Molotov et jeté des pierres. Les forces de l'ordre ont immédiatement répliqué à coups de gaz lacrymogène et avec des canons à eau. Le Premier ministre turc affirme que l'ordre public sera protégé à tout prix. Il parle de vandalisme et de crime organisé. J'appelle à la retenue et je demande aux citoyens de garder leur calme, de suivre de près les évolutions et de faire confiance à l'État turc et à la puissance du gouvernement turc. Ne vous laissez pas emporter par le chaos pour satisfaire les souhaits de certains groupes. Le président turc dénonce lui une tentative de sabotage du processus de paix déjà fragile, engagé depuis 2 ans entre le gouvernement et les séparatistes kurdes du PKK. Les responsables kurdes demandent toute volonté de faire échouer les négociations. Nous ne soutenons pas la violence. Nous n'avons jamais demandé à la population d'utiliser cette violence. Nous ne leur avons jamais demandé d'utiliser des armes. Nous réclamons un soutien et une intervention militaire à Kobané. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans les rassemblements et plusieurs centaines ont été arrêtées. Abdullah Öcalan, le chef emblématique du PKK, a prévenu le gouvernement depuis sa cellule que la chute de Kobané signifierait la fin du processus de paix. L'infirmière espagnole atteinte du virus Ebola est en danger de mort. C'est ce qu'annonce le président de la région de Madrid. Cette patiente est la première à avoir contracté le virus sur le sol européen. C'est l'assistante du directeur de l'hôpital qui vient annoncer la nouvelle. L'infirmière souffre d'une insuffisance respiratoire. Je suis là simplement pour dire que l'état de santé de Teresa Romero empire. Je ne peux pas vous donner plus de détails selon sa volonté. Signe que la situation est grave, 3 étages de l'hôpital où elle est soignée sont désormais entièrement consacrés à la bataille contre le virus et la mise en quarantaine de quelques patients. Les malades de plusieurs services ont été transférés vers d'autres établissements. À Madrid, certains habitants sont inquiets.
Il nous avait bien dit que personne ne serait infecté par le virus à l'hôpital. Donc nous avons peur. J'ai des filles, un chien. Nous avons un peu peur. Et justement, la raison de la contamination de l'infirmière commence à faire polémique. Le président du département santé de la région de Madrid a dû s'excuser à la radio. Mercredi, il avait accusé la patiente de ne pas avoir respecté les procédures de sécurité en soignant un missionnaire décédé depuis d'Ebola. Devant l'hôpital, les amis et collègues de Teresa Romero sont furieux. Il faut qu'ils arrêtent de la traiter comme une criminelle alors qu'elle n'est qu'une victime. Nous risquons nos vies à chaque fois que nous entrons dans ces chambres et pourtant on dirait que nous sommes les seuls responsables. Le nombre de patients placés en observation risque d'augmenter. Jeudi, l'hôpital a annoncé que désormais toute personne ayant des craintes d'avoir contracté le virus, pour une raison ou une autre, sera systématiquement admise. C'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.